est une société, il doit chaque année comptabiliser un revenu à recevoir qui correspond à l'équivalent du TPE. Et pour ceux qui ne tiennent pas la comptabilité, donc, on a l'application du régime fiscal des revenus de valeur mobilière, de capitaux mobiliers, donc en général. C'est pour dire que ce que nous avons là, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger en France, le cas français plus précisément, donc les revenus sont en fait des intérêts. Maintenant, tout ça paraît simple. Un certain nombre de questions se posent. Comme l'a dit tout à l'heure Ali, je pense que l'idée c'est de présenter ce qui est déjà évident et de poser des questions pour essayer d'approfondir la question. Sachant qu'en matière juridique, comme a été dit, il y a des textes d'application qui vont être adoptés, peut-être voir ce qui peut être clarifié dans ces textes-là, pour mieux comprendre la question. Et on se dit, par exemple, bon, dans le cadre d'une opération sukuk avec un FPCT, la question qui se pose, on a une neutralité fiscale aujourd'hui pour l'établissement initiateur. Est-ce que cette neutralité en fait, est maintenue, même lorsque le prix de rachat après 4 ans ou 5 ans est supérieur au prix de vente initial? Dans les sukuk, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire le capital peut augmenter, varier à la hausse ou à la baisse en fonction d'une performance quelconque, notamment de l'actif sous-jacent. Donc c'est une question qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une lecture simple, basique du texte, on a l'impression, c'est comme un petit peu dans les opérations de pension, où on a imaginé que le cas où je vends à un prix et je reprends à ce prix à la fin de l'opération donc de titrisation. Quid de l'amortissement pendant l'opération de titrisation? Parce qu'on parle d'une scission provisoire qui doit amortir. Bon, le FPCT au Maroc n'en a pas besoin puisqu'il est exonéré. Il n'a pas besoin de ces amortissements. L'établissement initiateur sera ravi de continuer à les constater. Pas toujours évident. Quid de la plus-value qui n'est pas imposée parce qu'il est exonéré? Est-il distribuable? Est-il définitive? La norme comptable prévoit-il comment la traiter? Quid de la valeur amortissable après le rachat? Quand je rachète à la fin, je dois reprendre à l'amortissement initial ou un nouvel plan d'amortissement sur la valeur à laquelle j'ai racheté. Quid de la plus-value imposable en cas de succession après le rachat? Donc, je revends après, 2 mois après la fin de la titrisation, qu'est-ce que j'impose comme plus-value? Les sukuk sont-elles négociables? Donc, Yassira tout à l'heure a dit valeur mobilière assimilée. Et si elles sont négociables, et c'est là où on a dans le CGE quand même 2 choses différentes. Lorsqu'il a traité les revenus, il parle des titres des FPCT, donc ça englobe les sukuk si vous voulez. Mais quand on parlait des plus-values mobilières, il n'utilise pas le terme titre, il dit les plus-values réalisées sur la cession d'obligations, d'actions, de parts émises par les FPCT. Il ne parle pas des titres en général. Et la question qui se pose, la plus-value qui serait, si les sukuk sont négociables, la plus-value qui serait réalisée serait-elle classée? Parce que fiscalement, on peut imaginer ce qu'on veut, mais on va attirer quelque part, soit que c'est une plus-value sur un titre de créance, ou une plus-value sur un titre de capital, ou quelque chose d'autre, et sachant que, comme je vous dis, c'est un titre hybride. Et enfin, les droits de conservation foncière, il y a une exonération pour les allers-retours pour le sous-jacent, où il n'est pas certain que cette exonération couvre l'ensemble des actes juridiques qui peuvent être, je dirais, établis dans le cadre de la structuration de l'opération de titrisation et donc des missions donc, de sukuk. Et je pense plus particulièrement s'il y a un bail qui est en bas, etc., un bail plus de 3 ans. Un bail de plus de 3 ans est obligatoirement soumis à immatriculation. Est-ce qu'on paiera les droits? On ne les paiera pas. Donc, c'est des questions qui méritent donc d'être posées. Donc, je n'ai identifié 7. Peut-être que je vous ai apporté un éclairage sur 3 ou 4 questions, mais je vous ai encombré avec 7 questions. Je ne suis pour rien, mais je pense que ça permettra de lancer le débat et d'approfondir les aspects qui, à mon avis, seront de nature à favoriser, à développer l'émission donc, de ce produit, c'est attendu donc, par les opérateurs et pour le financement des projets d'infrastructures importants, comme ça a été dit donc, dans les différents préambules des différents textes qui ont été adoptés. Et je vous remercie de votre attention.
Merci Si Mohamed pour cette présentation. Donc, je récapitule très rapidement, enfin, les 4 ou 5 points qui ont été évoqués. Le premier, c'est que le CGI ne traite pas les soukouks de manière express. Et donc, vu qu'ils sont émis par des FPCT, donc on va supposer qu'on va leur appliquer le même régime fiscal que pour les FPCT. Ensuite, il a parlé, je dirais, pour l'initiateur, les produits de cession sont exonérés. Pour les porteurs, les revenus sont considérés comme des intérêts. Il a évoqué également les questions relatives à la TVA. Les exonérations, notamment en termes de droits d'enregistrement, aussi bien lors de la constitution que lors du rachat, et également l'exonération des droits de conservation foncière. Ensuite, sur le 5e point, il a traité d'un benchmarking avec la France, aussi bien pour l'initiateur que pour les porteurs, et il a conclu par les questions que vous deviez lui poser. Donc il a bien anticipé, je dirais. Et donc, voilà. Merci encore une fois, Si Mohamed, pour cette présentation claire mais très précise et très brillante. Alors, on va ouvrir le débat avec une série de questions. Donc, on prendra d'abord, dans un premier temps, 5 questions. Je demanderai à chacun, avant de poser sa question, de se présenter et que la question soit la plus précise et la plus courte possible, si vous le permettez. Merci bien. Alors, salam alaikum, Al-Alaoui, je suis chercheur en finance et en fiscalité. Je remercie les organisateurs et je remercie les intervenants de leur brillante présentation. Ma question va directement à la grande interrogation que vous avez soulevée, celle du traitement qui a été fait au soukouk en tant que revenu de performance et de revenu qui est basé sur le profit, et la contradiction qui existe au niveau fiscal, et notamment donc son traitement et son assimilation aux intérêts. On sait très bien qu'à ce niveau-là, il y a le raisonnement qui a été fait pour aboutir au traitement fiscal, à mon sens, n'est pas fiable, si on peut dire, puisque à ce niveau-là, on taxe différemment un produit. Par exemple, si on prend le soukouk, comme je viens de dire, le soukouk sans donc une performance, et donc ça devrait aboutir à un dividende, et donc à sa taxation autour de 10%. À mon sens, est-ce qu'on a recherché la simplicité? Est-ce qu'on est dans la recherche de la simplicité ou par mimétisme fiscal? Si en France, on a assimilé la taxation des soukouk autour de 20% comme des intérêts, à mon sens, au Maroc, on est devant un produit authentique, qui est authentique à notre société. C'est à nous, à mon sens, de dire comment le traitement fiscal devrait être fait. Et donc, est-ce qu'au niveau législatif, on est devant une certaine stérilité pour la recherche de la bonne solution? Merci. C'est Omari, c'est hello. Salam alaikum, Mohamed Talal Hello, consultant et formateur en finance islamique. Alors, moi, ce que j'ai compris de la deuxième présentation, c'est qu'il va falloir secouer un petit peu les gars du CGI pour traiter les soukouks. Par contre, je reviendrai surtout sur la présentation de CSR, qui est assez intéressante aussi. D'une part, la visée, la portée des soukouks, en partie au moins, c'est de cibler l'arrivée de capitaux étrangers, disons en partie. D'autre part, on a vu que vous avez évoqué le fait que le texte mérite d'exister, mais il y a eu un texte qui a existé en 2007 pour les banques participatives, et son mérite d'exister n'a pas suffi. Donc, est-ce qu'on va plutôt tirer la leçon de 2007 et vouloir un petit peu prendre de l'avance, ou bien est-ce qu'on va attendre peut-être de tuer le bébé dans l'œuf? On va attendre encore 5 ans, de voir que les soukouks n'ont pas réussi à lever une demande interne et qu'au niveau externe, vu qu'on est plutôt asset-based. D'ailleurs, la question pourquoi on est parti vers les asset-based. Mais deuxième question, est-ce qu'on va attendre les critiques étrangères par rapport à l'asset-based alors qu'elle date de 2006 déjà? Donc, est-ce qu'on va plutôt tirer la leçon ou bien est-ce que vous pensez qu'on va essayer de prendre un petit peu d'avance sur ça? Et merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question?
Bonsoir, Tarek Konza, directeur d'investissement dans un fonds d'investissement. En fait, j'aurais 2 à 3 petites questions en fait, adressées au présentateur. Donc, la première question qui se pose, au vu en fait de la définition même des sous-couks, au vu de la qualité hybride de ces titres, comment se fait le pricing déjà de ces titres? C'est-à-dire, autant que c'est clair pour une obligation privée où il y a une courbe de taux, quelqu'un pourrait fixer le rendement facilement. Donc, comment se fait le pricing pour les sous-couks? La deuxième question a trait à la rémunération, justement. Comment se fait-elle? C'est-à-dire, est-ce que ça va se faire sous forme de coupon, dividende ou yield, en fonction de la nature donc, des titres émis? Et pour les banques, en fait, justement, est-ce qu'on peut considérer justement ces titres comme étant des quasi-fonds propres, justement, pour le calcul justement des ratios prudentiels en cas d'émission de sous-couks? J'aurais peut-être une dernière question, en fait, si vous le rapide. Alors, pour la certification, justement, de ces sous-couks, donc on a dit qu'il y avait, date aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de charia à bord au Maroc. Donc, en fait, quelle serait l'autorité qui serait chargée, justement, de certifier que ces produits sont conformes à sans charia compliant? Merci. Et, s'il vous plaît, une question par personne, juste pour optimiser un peu. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir. Raïssi Anas, Wafa Gestion. Les sous-couks ont été définis comme étant les droits de jouissance. Alors, ma première question, bon, je vais en mettre 2 quand même. Est-ce que il y a un arsenal juridique déjà assez important pour définir les droits de jouissance en Maroc? Aujourd'hui, on sait que l'État donne des droits de jouissance à quelques sociétés pour utiliser le foncier, mais est-ce qu'il y a vraiment un cadre juridique pour savoir à quoi on a affaire? Ma deuxième question, c'est par rapport à cette notion d'asset based. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un asset based ou bien un asset bucket, ou bien un truc peut-être autre, un troisième? Merci beaucoup. Merci. Dernière question, c'est Bendy. Bonsoir tout le monde. Moi, en fait, ce n'est pas une question, mais je veux clarifier un point. En fait, il n'y a aucune disposition qui dit que c'est des sous-couks asset based. On a les 2 cas, mais on est beaucoup plus dans l'asset bucket. D'accord? Donc le fonds, il achète, il est propriétaire, il détient les actifs réellement. Donc le monsieur, donc je suis totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci. Donc on prend les... Ok.